Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19-20. À la une ce soir, jupe ou pantalon bleu marine, polo blanc, ce sera peut-être bientôt la tenue obligatoire pour les écoliers de Provins. La mairie veut imposer le port de l'uniforme en primaire. Elle vient de lancer une consultation auprès des parents. Parcoursup en progrès. Une semaine après les premiers résultats, plus des 2/3 des candidats aux études supérieures ont reçu au moins une proposition, pas forcément leur favorite. 260 000 élèves, eux, sont toujours dans l'attente. Et puis ça s'appelle un retour gagnant. Marco Trungelliti disputera demain le second tour de Roland-Garros. Éliminé des qualifications, repêché in extremis, il s'est qualifié hier après avoir fait 10 heures de route le matin même du match pour revenir à Paris. Mais d'abord, donc, cette question pour ou contre l'uniforme à l'école. Les parents d'élèves de Provins en Seine-et-Marne sont appelés à trancher. Le maire Les Républicains voudrait imposer une tenue réglementaire aux 700 enfants du primaire. Ce serait une première dans le public. Farid Benbekay, Philippe Aliès. Une sortie d'école comme il y en a tant d'autres, tout le monde sapé comme jamais. Oui, mais peut-être plus pour longtemps. À voter, pour ou contre, le pull bleu ciel, la veste sweat, les pantalons, jupes et bermudas bleu marine, bref, pour ou contre, le retour de l'uniforme. C'est le côté d'être tous habillés pareil, je trouve ça fait un petit peu régresser, ça fait années 40, je trouve que ça manque de liberté, enfin moi je suis pas trop pour. Cette consultation ne vient pas de l'éducation nationale, non, c'est lui qui en a eu l'idée. Olivier Lavanca verrait bien les 700 écoliers de sa commune habillés ainsi. L'élu de droite explique vouloir gommer les différences sociales, culturelles, voire religieuses entre élèves. Tout ce qui peut permettre de rassembler des enfants autour de valeurs communes, et je pense que la tenue scolaire unique en est une, va dans le bon sens, au-delà même de leurs différences, de leur parcours personnel, de leur foi le cas échéant, ou de leurs origines. La décision appartient donc aux parents appelés à voter. En CP et CE1, ils commencent déjà à se regarder les uns et les autres par rapport aux vêtements. Moi j'ai ça, moi j'ai ci. Et puis je trouve que c'est bien. L'uniforme revient, je trouve ça vraiment bien. Évoqué à maintes reprises, l'uniforme figurait dans le programme électoral de François Fillon et celui du FN en 2017. Retour à la tradition, lutte pour la laïcité. Cela représentera tout de même 145 € à la charge des parents. Et entre-temps, dans l'année, il va falloir changer sûrement des choses qui sont abîmées, les gosses qui grandissent, donc du coup, ça va faire cher. Contrairement à une idée reçue, l'uniforme n'a d'ailleurs jamais existé dans les écoles de l'Hexagone. En fait, il s'agissait d'une blouse. C'était pratique à un moment où les vêtements étaient chers, en tout cas pesaient beaucoup dans le budget. Et de cette façon-là, on protégeait au fond les vêtements et à partir d'une blouse qui pouvait être plus ou moins tachée. Si le oui l'emporte, ce sera le même tarif pour tout le monde dès novembre prochain, à l'exception des baskets. L'hommage des sénateurs à Serge Dassault. Une minute de silence a été observée cet après-midi à l'ouverture de la séance en mémoire de l'industriel décédé hier. Serge Dassault qui fut sénateur de l'Essonne de 2004 à 2017. Beaucoup d'émotions aussi à Corbeil-Essonnes dont Serge Dassault fut le maire pendant 13 ans. Certes, la fin de sa carrière a été entachée par les affaires, mais même ses détracteurs le reconnaissent. Le milliardaire aimait profondément sa ville. Farid Benbekay, Philippe Aliès. Les drapeaux sont en berne. À la mairie, un livre d'or est à la disposition des administrés. Vous savez, moi, j'ai 3 amours, hein. Ma femme, mon travail et Corbeil. Serge Dassault était considéré comme un patriarche dans sa ville, plus qu'un maire. Les habitants voyaient en lui un milliardaire au grand cœur. C'est un grand homme. Il a été critiqué par certaines personnes, mais il a fait beaucoup de bien. Il était humaniste. Malgré les affaires politico-financières, Serge Dassault restait populaire, notamment parmi ceux qui l'accompagnèrent lors de ses campagnes électorales. Il n'y a personne qui peut dire qu'il a fait des mauvaises choses sur Corbeil. Moi, j'étais présent à ses côtés plusieurs fois. J'ai regardé, j'ai marché avec lui à ses côtés. Et je peux dire que Serge Dassault, c'était vraiment... C'est triste pour la ville de Corbeil, parce que maintenant qu'il est parti, c'est vraiment triste. Éloge unanime du côté des élus de Corbeil-Essonnes. Hier soir, en conseil municipal, un hommage lui était rendu, puis une minute de silence. 3 quarts d'heure plus tard, des voix discordantes se faisaient entendre. Oui, ça a terni l'image de Serge Dassault. Après, la justice doit continuer. Et puis, ça n'empêche pas qu'il s'est impliqué dans sa ville. Voilà. C'est quelqu'un qui a, certes, qui s'est attaché à cette ville,
Après, nous restons des opposants politiques sur ce qu'ils représentent autrement, c'est-à-dire que ce patron de l'industrie qui mélange la presse, l'industrie, la politique, tout ce qui concerne le pouvoir, quoi. Donc ça, pour nous, ça reste notre opposant. Un ex-sénateur-maire qui continuait de peser sur les affaires de la ville. Cette page est définitivement tournée depuis hier soir. Il est passé en quelques jours du statut de clandestin à celui de quasi-héros national. Mamoudou Gassama, le jeune Malien qui a sauvé un enfant samedi à Paris, a été régularisé ce matin. Une procédure exceptionnelle qui, pour certains, pose question. Gaël Darangos, Abdeljoudi. Lorsqu'il arrive à la préfecture de Bobigny, Mamoudou Gassama est encore un sans-papier. Une heure après, il ressort avec son titre de séjour. Voilà. Merci. Le jeune Malien bénéficie d'une régularisation exceptionnelle pour service rendu à la collectivité, une procédure prévue par la loi. Il a porté secours à autrui, ce qui n'est pas forcément évident dans notre société. Et la réponse présidentielle était bien adaptée. Très ému, il part rejoindre le service civique des sapeurs-pompiers de Paris. Il sera naturalisé dans quelques mois. Devant le service des étrangers, beaucoup saluent cette décision. Il le mérite pour moi. Il le mérite. Parce que tout le monde ne peut pas faire comme ça. Mais moi, je ne peux pas faire. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une reconnaissance pour le pays. Parce que je pense que la récompense va avec le risque qu'il a pris, quoi. Mais les associations d'aide aux migrants dénoncent une récupération politique de ce sauvetage vu des milliers de fois sur le net. Il y a certainement la tentative d'une récupération politique, mais nous ne sommes pas dupes. Il s'agit d'une opération de communication. Le président de la République a dit « Nous serons implacables pour tous ceux qui arrivent en France », en particulier ceux qui arrivent par la Libye, l'Italie, c'est-à-dire qui ont le même parcours que Mamoudou. En 2015, Lassana Bathily a aussi été naturalisée pour avoir sauvé les otages de l'Hypercacher. 5 personnes en France ont bénéficié d'un titre de séjour l'an passé pour acte de bravoure. Il y a ceux qui sont fixés sur leur sort et ceux qui scrutent avec angoisse leur smartphone avant même de passer le bac. L'épreuve Parcoursup se poursuit pour les élèves de terminale. En une semaine, 2/3 des candidats ont obtenu au moins une proposition, mais beaucoup attendent mieux. William Vanki, Nedim Lankarevitch. Chaque jour, Parcoursup fait davantage d'élèves heureux. Chaque jour aussi, la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur en désespère d'autres qui attendent une place pour l'an prochain. Alors au bout d'une semaine, où en est-on ? 28% des candidats sont sur liste d'attente. 25% ont définitivement accepté un cursus pour la rentrée prochaine, tandis qu'un peu plus de 4 sur 10 ont bien reçu une proposition, tout en espérant mieux. J'ai toujours pas les vœux que je veux. Alors j'étais acceptée en BTS notariat, mais c'est pas vraiment ce que je veux. J'aimerais aller en fac. Mes vœux principaux, ils sont en attente. J'ai eu des oui pour des formations qui étaient mes plans B. Faut-il répondre à toutes les propositions ? C'est l'une des questions fréquemment posées sur le forum ouvert par ce syndicat étudiant. Pour chaque proposition, le candidat a une semaine pour donner sa réponse sous peine d'être exclu de la procédure Parcoursup. Il n'a pas forcément vocation à donner une réponse définitive. Il peut mettre... Alors, il a reçu un oui dans une formation qu'il a envie d'aller, mais une formation, sa formation préférée, il n'a pas encore de réponse. Il peut dire oui, je prends la formation qu'on m'a proposée, mais je garde sous le coude celle où je n'ai pas encore eu de réponse. Comme ça, si dans les 3 semaines ou un mois, il a une réponse, eh bien, il peut changer d'avis et prendre la formation qu'il voulait en premier. Peut-on formuler de nouveaux vœux ? Oui, mais pas maintenant. Cette question intéresse notamment les 3% d'élèves qui n'ont que des réponses négatives. La jeune fille, au bout du fil, est dans ce cas-là. Elle espère encore une place en fac. S'il reste de la place dans cette formation, tu pourras candidater sur cette formation à ce moment-là. D'accord, ah bah c'est bien. Donc voilà, c'est à partir du 26 juin, toutes les formations où il reste de la place seront proposées. Le 26 juin débutera en effet la phase dite complémentaire. Les filières dans lesquelles des places restent vacantes s'ouvriront alors à ceux qui ont été refusés dans les cursus de leur choix. Et l'on reparle de Smooth & Go. C'est une information exclusive France 3 Paris-Île-de-France. Bertrand Lambert, l'opérateur des Vélib, va toucher 3 millions d'euros pour avoir repris les ex-salariés de JC Decaux, des salariés qu'il s'apprête pourtant à licencier. Oui, effectivement, Marlène, une quarantaine de salariés en grève depuis le 17 avril dernier a reçu récemment une lettre de convocation à un entretien
préalable pour une sanction qui peut aller jusqu'au licenciement. Ces salariés craignent donc légitimement un licenciement collectif, ce qui serait déjà assez choquant puisqu'on n'a pas le droit en France évidemment de licencier des salariés en grève. Ce qu'il est encore plus, c'est que Smooth & Go a reçu une très forte somme d'argent en décembre dernier, au moment où ils ont repris ces salariés qui venaient de JC Decaux. 3 millions d'euros, très exactement, une somme versée par JC Decaux pour compenser la perte de salaire de ces anciens salariés. Et une somme que Smooth & Go est assuré de conserver, de garder, quel que soit le sort de ces salariés après le 30 juin prochain. Alors licencier et garder le magot, le coup était presque parfait, j'ai envie de vous dire. Marlène, manque de chance pour Smooth & Go. Je suis tombé sur ces accords et ces transactions confidentielles et que vous pouvez retrouver sur notre site internet dans un article particulièrement détaillé. On n'est jamais au bout de ces surprises avec Smooth & Go. Le Vélib-Gate est sans limite. Merci Bertrand. Et donc tous les détails de cette affaire, vous l'avez dit, sont sur notre site internet. Dans l'actualité également, ce chiffre, 319 personnes sont mortes l'an dernier sur les routes de la région. C'est 10% de plus qu'en 2016, alors que la mortalité a baissé au niveau national. En pleine polémique sur l'abaissement de la vitesse à 80 km/h, c'est à l'hôpital de Garches, dans les Hauts-de-Seine, que le délégué interministériel à la sécurité routière a présenté ce bilan. Un hôpital spécialisé justement dans la prise en charge des blessés de la route. Yannick Le Gall, Emmanuel Tixier. Roxane a été renversée par un chauffard il y a 6 mois. Éjectée de son scooter, sa colonne vertébrale a été brisée. Depuis, elle n'est toujours pas rentrée chez elle et passe son quotidien à l'hôpital de Garches. C'est des soins et de la rééducation, et le but étant de nous rendre autonomes le plus rapidement possible pour qu'on retourne à une vie plus normale. Est-ce que vous savez sur la suite si ça vous pourrait remarcher un jour? Alors pour les blessés médulaires, les médecins ne se prononcent pas, parce qu'à l'heure actuelle, personne ne sait comment réparer la moelle épinière. Donc quand elle est atteinte, c'est un peu au petit bonheur à la chance. Certains récupèrent, d'autres non. Sachant que plus le temps passe et moins les chances de récupération sont bonnes. Donc dans mon cas, ça va être compliqué. Pierre, lui, a 23 ans et est paraplégique depuis 6 mois après un accident de moto. Dans l'unité de médecine physique et de réadaptation, une kinésithérapeute le rencontre plusieurs fois par jour. Tout ce qui est étirement, c'est pour éviter qu'il soit trop raide. Après, pour qu'il puisse enfiler des chaussures, être bien au fauteuil sans avoir toutes les articulations bloquées dans des positions désagréables. Dire qu'on est paraplégique, on croit que c'est les jambes qui ne marchent pas, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout qui va avec, tous les soins, on est beaucoup plus fragile et tout. En moyenne, une personne accidentée de la route sur 2 est victime d'un traumatisme crânien, aux séquelles souvent graves. Quand vous avez un accident, il y a d'autres lésions que celles qu'on a l'habitude de voir, des lésions osseuses, orthopédiques. Il y a des lésions du cerveau qui apparaissent. Et ce sont essentiellement des lésions de décélération. C'est-à-dire que quand votre véhicule passe de 90 ou 80 km/h à 0, il y a un déplacement important à l'intérieur de la boîte crânienne qui risque de créer des lésions au niveau de votre cerveau. L'an dernier, en France, 27 732 personnes ont été grièvement blessées dans un accident de la route. Attention ce soir encore aux orages dans la région. La vigilance orange est levée, mais on attend de nouvelles précipitations. Il est tombé hier jusqu'à 40 mm de pluie par endroit. Un surplus d'eau qu'il faut bien stocker pour éviter les inondations. Exemple au Blanc-Ménil. Mathilde Laban, Denis Tanchereau. Mettre en route les pompes, ne pas perdre de temps. Entre 2 orages, ces hommes sont sur le pont. Leur mission, vider au plus vite ce bassin d'orage de 130 000 m3 de capacité qui s'est rempli hier à la vitesse de l'éclair. Aujourd'hui, quand il pleut, l'eau ruisselle très vite sur toutes les parties bétonnées ou urbanisées et vont rejoindre très vite les égouts. Ils pourraient déborder sur la chaussée et chez les riverains. Et pour pallier à ce risque-là, on a construit en Seine-Saint-Denis 30 bassins de rétention pour une capacité totale d'1 400 000 m3. Rempli en moins de 2 heures, il faudra en compter 10 pour vider le bassin. Une fois vidangé, l'eau sera transportée vers la Seine à Saint-Denis, mais il restera pas mal de déchets. Les matières qui sont ramenées et acheminées dans nos bassins viennent, décantent au fond du bassin. Et ces matières-là, par la suite, une fois que le bassin est vide, devront être traitées, du moins ramassées et traitées par des stations d'épuration. Des bassins comme celui-ci, il y en a 30 en Seine-Saint-Denis. C'est ici qu'on pilote tous les sites de surveillance et que sont gérés les 700 km de réseau de transport d'eau 24 heures sur 24.
Le site de Blanc-Ménil n'est pas le seul. C'est un parmi les 140 sites qu'on surveille à distance, parce qu'on ne peut pas mettre un agent à chacune de nos stations. Ici, mes 2 collègues là, qui sont sur une console de supervision pour dépanner. Parce qu'en fait, il faut que les équipements soient prêts, opérationnels, quand l'orage va arriver. Une vigilance de tous les instants, car de nouveaux orages devraient se déclarer dans la soirée. Dans le jargon du tennis, on appelle ça un lucky loser, un chanceux perdant, un joueur éliminé lors des qualifications et finalement repêché. C'est ce qui est arrivé à l'Argentin Marco Trungelliti, 190e joueur mondial. Il s'est qualifié hier pour le second tour de Roland-Garros après une épopée rocambolesque. Jean-Philippe Lemaire, Johan Dorian. Il est passé du statut de lucky loser, perdant chanceux en français dans le texte, à Super Marco, car il ne devrait plus être à Roland-Garros. Marco Trungelliti a été éliminé jeudi dernier lors du dernier tour des qualifications. Il rentre alors chez lui le lendemain à Barcelone en avion, mais dimanche, il est rappelé pour pallier le forfait d'un joueur. Retour à Paris en voiture et en famille. On a juste pris une voiture. Vous savez, en France, les trains ne marchent pas bien et plusieurs avions étaient annulés. Donc, j'ai décidé de venir en voiture. Lundi, au premier tour, il élimine en 4-7 Bernard Tomic sous les applaudissements du public. Retour gagnant. C'est comme une deuxième chance de jouer une nouvelle fois le même tournoi. Quand vous avez perdu au tennis, eh bien c'est fini, vous êtes éliminé. Vous devez attendre l'année prochaine pour jouer ce tournoi. Donc d'être ici, c'est vraiment une émotion particulière. À Roland-Garros, l'Argentin est passé de l'ombre à la lumière. Tout d'un coup, c'est devenu énorme. Personne ne s'y attendait. Alors il faut profiter du moment. Mais je me concentre surtout maintenant sur mon prochain match. Et ce prochain match aura lieu demain face à l'Italien Marco Cecchinato, 72e joueur mondial. Marco Trungelliti va tout donner pour écrire un nouveau chapitre à sa belle histoire. La suite à présent de notre série Paris la nuit. Le week-end, la capitale vit au rythme des noctambules, un cauchemar pour certains riverains. D'autant qu'avec l'interdiction de fumer dans les lieux publics, la fête déborde sur les trottoirs. Yannick Le Gall, François Dérault. Un verre entre amis pour décompresser de la semaine. Un vendredi soir normal à la butte aux cailles, synonyme de cauchemar pour les riverains. Nous avons ici du triple vitrage pour arriver à vivre tranquille. Et donc quand on ouvre, on passe une excellente soirée. Ils habitent à 10 mètres de nombreux bars et restaurants. On dort mal, il faut attendre 2h, 3h du matin. Par peur de représailles, aucun d'entre eux n'a souhaité être filmé. Le bruit, les cris, les passants alcoolisés, des soirées lourdes à vivre au quotidien. Effectivement, si on travaille le lendemain matin, c'est insupportable. On sent que ça vous pèse, tout ça. Ça bouffe la vie, excusez-moi, mais ça bouffe la vie. Réunis en collectif, ces riverains s'épaulent comme ils le peuvent. Après des années passées dans le quartier, l'un d'entre eux a même dû déménager à cause du stress. J'ai habité là de 92 à 2002. Ma vie était en jeu à ce niveau-là et plus aucun médicament ne pouvait m'aider. Et je pense que c'est malheureusement directement lié à ce genre de situation où quand vous dormez 4 heures et que vous êtes sous tension en permanence et qu'en plus vous devez aller travailler dans des métiers difficiles, effectivement, ça ne peut aboutir qu'à ce genre de choses. Il est 1h30 du matin. Ce soir-là, la météo est clémente, les terrasses bondées. Une ambiance que doivent supporter les riverains 6 jours sur 7. Là, on peut même pas passer sur les trottoirs. Grosso modo, non, on peut pas. Donc il y a la voiture là qui passe. Surtout, il ne faut pas que je m'énerve parce que alors après, pour s'endormir, c'est infernal. Et partir, ça vous a déjà traversé, déménager, quitter le quartier Quitter le quartier, ça fait 17 ans que je suis locataire ici. Donc déménager, vu le prix du loyer à Paris, ça veut dire qu'il faut que j'aille en banlieue. C'est pas simple, quoi. Au quotidien, c'est pas simple. Un mal-être des voisins, pas forcément partagé par les clients d'un soir. Moi, je pars du principe que tu choisis le quartier dans lequel tu veux vivre et du coup, il y a des quartiers typiques, comme ici, ou je sais pas, Bastille ou rue Oberkampf. Tu sais déjà où tu débarques, quoi. À un moment donné, on peut pas tout avoir. Côté propriétaire de bar, difficile d'avoir des réactions. Seul l'un d'entre eux a accepté de nous répondre. Dans son établissement, tout est mis en œuvre pour le bien-être des voisins.
C'est un plafond qui réduit juste les décibels et comme ça ne transperce pas à travers les murs et les habitants de l'immeuble ne sont pas dérangés par la musique. On peut même la mettre à fond, chose qu'on ne fait pas et ils vont quasiment rien entendre. 2 h du matin, les établissements sont censés être tous fermés. La nuit s'annonce encore difficile pour les riverains de la butte aux Cailles. Direction Sèvres pour terminer. La ville, célèbre pour sa manufacture, accueille jusqu'à dimanche sa 6e biennale de la céramique. Un art ancestral sans cesse revisité par des artistes contemporains. Bruno Lopez, Nicolas Mettauer. La céramique, vous vous dites, c'est les trucs moches à Tata Janine, ceux qui prennent la poussière. Mais il y a parfois du beau dans l'inutile. C'est ce que se sont dit les fondateurs de cette biennale il y a 10 ans. Des maîtres artisans de la manufacture de Sèvres, toutes proches. C'est un art complet, sculpture et peinture. Pourquoi ce serait un art mineur? Voilà, en Europe, on ne le considère pas trop comme en Asie, où là-bas, c'est un art majeur, justement. Yoshimi Futamura, qui expose à la Biennale, est une star dans son domaine. Elle arrive en France par amour, il y a 30 ans, et elle y est restée. Ses œuvres émettent des vibrations à l'unisson de la terre du Japon. Je crois que de mon origine, de Japon, il y a le shintoïsme, il y a le dieu partout, donc il y a la dieu de la terre, de l'eau. C'est ça ce que je dois faire exprimer, là, cette force d'esprit de la terre avec mes œuvres. En fait, il y a un dialogue entre la terre et moi. Donc, il faut qu'on discute. C'est-à-dire qu'il faut aller... Moi, j'essaie d'aller plus loin possible et je sens quelque chose de la terre et que, évidemment, la terre existe. Des fois, ils ne l'acceptent pas, donc ça peut casser les pièces. Yoshimi Futamura travaille le grès à haute température, jusqu'à 1300 degrés, comme à la manufacture de Sèvres. La porcelaine liquide et les oxydes de fer prennent alors des visages inattendus. L'artiste appelle cela le cadeau du four. En fait, cette série, c'est un peu long à expliquer. Ça se passe à partir de tsunami. Et je voudrais faire naître, même de zéro, autre chose, de dégager donc pour l'espoir, pour le Japon. Notre époque, qui vénère l'immédiateté, se détourne de la céramique, qui, elle, cultive l'art de la lenteur. Mais il existe un marché, quelques galeries encore à Paris, cette biennale, et des artistes cotés, comme Yoshimi Futamura. Et s'il n'y a qu'un nom à retenir, ce sera bien celui-là. Et voilà pour cette première partie du 19-20. À suivre la météo et votre édition nationale. Très belle soirée. À demain.